Oui, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, lorsqu'on suit Emmanuel Todd, un spécialiste de la géopolitique, mais aussi de l'économie, il explique très bien comment les pays, surtout africains comme les nôtres, qui ont du pétrole, ne peuvent pas se soucier à la diversification de l'économie. Et nous avons tous aussi suivi, lors de la campagne, je crois, électorale dernière, comment Denis Sassou Nguesso s'étonnait, se posait la question de savoir comment expliquer qu'un pays comme le Congo, Brazzaville, dont il a la charge depuis plus de 40 ans, qui dispose des minerais, vous avez cité, bon, il y a des ressources comme ça, l'uranium, au Congo, il y a l'uranium, si les Congolais ne le savent pas, il y a l'uranium, il y a le coltan, vous avez le diamant, vous avez l'or, vous avez le bois, vous avez le pétrole, le gaz, vous avez du cuivre, vous avez les terres arables. Regardez un pays comme ça. En fait, c'est l'extension de la RDC. Et donc, le Congo est, j'allais dire, vachement riche. Et il se posait la question de savoir comment un pays aussi riche comme le Congo, qu'on ne pouvait pas développer ce pays. Pendant qu'il se pose cette question lui-même, il est déjà à la tête de ce pays. Ça fait déjà 43 ans. Et vous avez dit tout à l'heure, la première tentation pour un jeune, et ça c'est vrai en plus, hein, ils sont en train de sortir, c'est le pays où beaucoup de jeunes sortent d'ailleurs. La première tentation des jeunes, c'est de quitter le pays dès qu'ils ont un peu de moyens. Quitter un pays riche, c'est-à-dire on fuit le paradis pour aller en enfer. C'est du jamais vu. Et malheureusement, c'est ce que représente aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut penser, maître, que c'est finalement le message qui n'est pas soit bien perçu, ou c'est vous qui incarnez l'opposition congolaise, qui n'arrivez pas à sensibiliser ou à passer le bon message. Le pays est en danger pour réagir. Est-ce que c'est votre discours qui ne passe pas, concrètement? Nous devons prendre notre part de responsabilité. Me concernant personnellement, avec les Patriotes, c'est à partir de 2024 que moi, personnellement, j'ai fait la première déclaration politique. Et en 2025, en janvier 2025, le 16 janvier précisément, j'ai fait le discours dans lequel je disais que le président de la République doit partir. Les Congolais doivent comprendre que M. Sassou Nguesso doit partir parce que nous sommes guettés par un risque de coup d'État. Au Congo, toutes les conditions pour justifier un coup d'État sont réunies. Et si le peuple ne prend pas ses responsabilités pour faire partir M. Sassou Nguesso, ce serait un coup de cette nature qui interviendrait. Et dans ce cas de figure, nous nous retrouverons dans une situation qui serait en fait le renouvellement de la situation actuelle. Parce que lui, il est arrivé par coup d'État. Et voilà comment se comporte celui qui arrive par la force. Et si nous ne faisons rien, quelqu'un d'autre arrivera par la force et ça sera l'éternel recommencement. Le peuple congolais doit réagir. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre R7. Vous êtes désormais près d'un demi-million à nous faire confiance avec plus précisément 493 000 abonnés cumulés sur Facebook et YouTube pour une couverture globale atteignant plus de 5 millions d'internautes. Nous vous en sommes profondément reconnaissants et vous en remercions. Avec moi sur ce plateau, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, avocat au barreau de Paris et du Québec, leader des Patriotes. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Nous allons aborder trois sujets, principalement l'évaluation de l'appel à la désobéissance civile lancé par vous sur ce même plateau d'ailleurs, l'affaire Jean-Pierre Tister-Chikaya sur les violences conjugales, l'expropriation forcée des riverains de Npila. Si le temps nous le permet, nous pourrions aussi aborder la crise économique et financière interminable qui frappe la République du Congo. Le pays a-t-il réellement un système économique structuré ou faut-il chercher ailleurs des explications à ce cercle vicieux de surendettement
chroniques qui, au final, ne bénéficieront rien au peuple congolais. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser voilà, notre échange pendant, je crois, près d'une heure, si on peut bien sûr les contenir, parce qu'avec vous, je sais que nous allons parfois beaucoup plus loin. Maître Charles Anissé Poiti-Amar, nous allons commencer par l'évaluation, évidemment, de l'appel que vous avez lancé pour la désobéissance civile au Congo. Qu'en est-il concrètement? D'abord, je vais m'excuser auprès de ceux qui nous suivent de faire cette communication avec quelques jours de décalage, parce que plusieurs personnes attendaient justement qu'on fasse le point de la situation. Pour ce qui est revenu du terrain, nous sommes satisfaits de la progression. On n'a pas le résultat qu'on escomptait réellement, ça veut dire une désobéissance observée sur la totalité du territoire national, mais nous constatons un net progrès par rapport à l'appel du 24 octobre, parce qu'il y a eu un peu plus de personnes qui sont restées chez elles. C'est vrai que le 15 mai se situait entre le 14, qui était un jour férié, et le 16, qui était un jour et qui était un samedi. Donc, ce qui pouvait faire que certaines personnes, entre le férié et le samedi, par convenance personnelle, restaient à la maison. Et ça pourrait éventuellement nuancer le résultat que nous avons obtenu pour dire que ce n'était pas simplement de notre fait, mais nous, ce que nous aurions souhaité, c'était que les Congolais puissent le faire volontairement, donc par acquis de conscience. Et ce travail reste donc à faire, mais il faudrait aussi mentionner un autre élément, c'est l'ambition qui est la nôtre, parce qu'il faut admettre que demander aux Congolais de rester chez eux sur toute l'étendue du territoire national est une première dans l'histoire du Congo. Première dans le sens que la désobéissance civile en 1991, par exemple, 90-91, avant la tenue de la conférence nationale, il y a eu des grèves. Or, la grève et la désobéissance civile, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'on arrive à les confondre parce que généralement, les syndicats vont se joindre aux forces politiques pour amplifier le mouvement de désobéissance civile. Donc, il y aura une grève qui va s'insinuer, mais la grève a des revendications sociales. Et en 90, donc de septembre de septembre jusqu'à décembre 90, ce qui permettra la tenue de la conférence nationale, cette partie de l'immobilisation du pays correspondait davantage à une grève parce qu'il y avait des revendications sociales des travailleurs qui n'étaient pas payés. Or, ce que nous demandons aux Congolais de faire, c'est une chose qu'ils n'ont jamais faite jusqu'à présent. Ça veut dire que pour des motifs politiques et par acquis de conscience, ils restent chez eux. Alors, tous les grands leaders nationaux que nous connaissons dans le pays, qui ne sont plus et même qui sont, donc en commençant par Denis Sassou Nguesso, qui préside la République aujourd'hui et aux destinées de la République, et tous ceux qui l'ont précédé dans la fonction, et même ceux qui n'ont pas eu cette fonction, comme les Bernard Koulela, les David Charles Ganao ou les Tister Chikaya, ceux-là, tous n'ont jamais atteint le niveau de notoriété dans le pays leur permettant de paralyser le pays. Donc il faut admettre que de ce point de vue, notre ambition est grande. Et pour atteindre cette ambition, il faudrait naturellement que le leader qui lance l'appel puisse lui-même avoir cette envergure. Or, nous sommes dans un cas d'avancer sur le pont que nous sommes en train de construire. Donc, en même temps qu'on travaille sur la visibilité et la notoriété du leader, nous avançons progressivement parce que le temps presse, la situation du pays est urgente. On était obligé de le faire. Oui, mais maître Charles Anissé Poitiers, est-ce que vous n'êtes pas là dans, comme qui dirait, l'auto-satisfaction à demi-teinte? Euh, Est-ce que c'est réellement la réalité que vous êtes en train là de nous expliquer? Et comment on peut vérifier cela? Nous avons des équipes sur le terrain, nous avons des retours, des personnes qui non seulement contactent les militants que nous avons sur le terrain, mais moi personnellement,
des centaines de personnes m'appellent pour me dire moi, je n'irai pas au travail parce que j'ai compris ce que vous avez dit. Je reçois sur mon téléphone des témoignages par centaines, eux aussi, des gens qui me disent j'ai retenu la date du 15 mai et d'ailleurs, vous avez un autre moyen de le vérifier, ce sont les commentaires sur YouTube. Les commentaires des émissions, il y a des gens qui vous disent nous resterons à la maison, qui lancent eux à leur tour le même appel. Donc, ils relaient notre appel dans les commentaires. Ça, vous pouvez le vérifier. Mais est-ce que, il y a des entreprises qui se sont certainement, pourquoi pas, plein dans ce sens pour dire que oui, nous avons observé l'absence de nos agents, de nos fonctionnaires en telle date. Vous avez un retour comme ça? Parce que YouTube, c'est YouTube. Les commentaires, oui, les C'est gens peuvent pas, faire des c'est commentaires, mais pas, est-ce que sur le terrain, les faits, rien que les faits, est-ce qu'il y a des entreprises qui se plaignent dans ce sens? c'est pas auprès de nous qu'elles vont manifester ces plaintes, c'est plutôt auprès des autorités en place. Mais vous êtes journaliste, c'est à vous de faire l'enquête pour savoir ce qu'il en a été sur le terrain. Ok, nous allons donc mener une enquête dans ce sens. Mais dites-moi, maître Charles Anissé Poitiers, pensez-vous que les Congolais sont vraiment prêts pour une telle démarche? Je pense qu'il y a un processus de préparation. Le pays vient de loin, pour emprunter l'expression populaire, le pays vient de loin, c'est une très longue histoire. Je vous disais que jamais aucun leader n'a été capable de lancer un tel appel. Et nous sommes dans une situation telle que si vous cherchez le rassemblement de tous les leaders, c'est une stratégie qui profite au pouvoir parce que toutes les fois que vous allez dans la logique de rassemblement, vous ne savez pas qui vient avec vous dans le rassemblement. Et quand il faut le déliter, au dernier moment, vous avez des personnes qui se retractent et ça fait que finalement, tous les mouvements peuvent être ainsi désarçonnés. Et alors, quand vous avez une population qui a cette longue histoire politique dans laquelle, quelquefois, elle a posé des actes qui ont porté des coups au pouvoir, notamment en 63, en 90, 91 et en 92, quand vous avez une population qui a cette histoire, les 2015, pour ne pas l'oublier, il est nécessaire de saisir les opportunités. Une opportunité comme celle de 2015 ne s'est pas présentée aujourd'hui. En 2015, il y avait une réelle fenêtre d'opportunité parce que on changeait la Constitution. À ce moment, il était possible d'aller, d'abord, les populations elles-mêmes n'avaient pas besoin de la communication des leaders pour savoir ce qui se passait. Donc, tous les Congolais, jusque dans le village le plus petit, étaient au courant qu'il y avait un événement majeur qui arrivait dans le pays. Et ça facilitait la communication des leaders politiques. Ça veut dire que vous faisiez une petite intervention, très rapidement, ça faisait le tour du pays. Or, ce contexte n'existe pas. Nous avons des problèmes politiques graves dans le pays, mais ce contexte qui facilite la circulation rapide de l'information et l'intérêt des populations, ce contexte-là n'existe pas. Vous savez, dans les années 60, 70, nos parents grandissaient avec la culture de l'information. La radio venait d'arriver, la télévision arrivera un peu plus tard, mais la radio, c'était essentiellement de l'information, et quand la télévision arrive, c'était de l'information. Donc, c'est une génération qui s'informait. Et nous, on a grandi plus ou moins dans ce même contexte. Aujourd'hui, la nature de l'information qui circule n'est pas la même que celle des années 60 et 80. L'information aujourd'hui, non seulement est plus abondante, mais les générations de maintenant sont abreuvées d'une information de divertissement. Alors, quand vous mettez face à face le divertissement et des informations de prise de conscience ou des informations politiques et économiques, vous comprenez que la jeunesse va vers le divertissement. Or, c'est elle qui est le moteur du changement de la société. Et donc, nous avons ce défi réel à relever et avec les instruments qui sont les vôtres, nous essayons de les relever. Oui, mais maître, maintenant que vous êtes à plus
d'un deuxième appel, je crois, troisième, est-ce que si j'ai bonne mémoire, et que bon, en réalité, la mobilisation, la vérité, c'est qu'elle est très faible. Est-ce que vous allez continuer à lancer cet appel, le même appel, bien sûr, à la désobéissance civile, ou peut-être il faut changer de stratégie? En fait, ici, je voulais comprendre avec vous, cette faible mobilisation n'est-elle pas due au contexte actuel de répression sanglante, notamment la vague d'assassinat des jeunes depuis septembre dernier? Vous ne pensez pas que le contexte est en train aussi de jouer contre vous et qu'il faut peut-être changer de stratégie? Il ne faut pas exclure ce contexte. Il vaut son pesant d'or dans l'analyse de la situation et du peu de mobilisation que les Congolais ou d'intérêt que les Congolais manifestent à l'endroit de l'information politique. Mais dans tout ceci, il faudrait tenir compte du niveau de culture politique de notre pays aujourd'hui. C'est un élément qu'il ne faut pas négliger parce que vous savez, quand nous lançons un appel à la désobéissance civile, ça, vous lisez les commentaires, vous le comprendrez aussi. Vous avez par exemple des personnes qui vous disent, il est en Europe et il nous demande d'aller dans la rue. Ça veut dire qu'on opère une confusion entre la manifestation dans la rue et la désobéissance civile. Et ça, c'est des questions de sémantique. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que déjà d'insister dans l'ensemble de nos communications sur la différence qui existe entre la manifestation, qui est un acte d'expression extérieure, ça veut dire qu'on va occuper une place publique, ce qui nécessite généralement une autorisation, tandis que la désobéissance civile ne relève d'aucune autorisation et ne s'exprime pas à l'extérieur. C'est l'individu qui délibérément décide de rester chez lui, de ne pas aller travailler ou de ne pas vaquer à d'autres occupations. Mais si c'est une ville morte, alors la personne va dans la rue. Si ce n'est pas une ville morte et que c'est simplement une désobéissance civile, ce sont des personnes qui ne vont pas travailler, qui restent chez elles. Or, les populations confondent. Toutes les fois que vous parlez de désobéissance civile, les gens entendent manifestation publique. Donc, ils vous parlent de meurtre, ils vous parlent d'assassinat, ainsi de suite. On va aller se faire tabasser dans la rue. Et les leaders politiques que nous sommes restent dans l'obligation de continuer à communiquer pour que les gens comprennent qu'il s'agit bien de désobéissance civile. Et je rappellerai, parce qu'on en a parlé avec vous déjà, du legs de la conférence nationale, de cette rencontre où tous les Congolais se mettent ensemble, analysent l'ensemble des problèmes du pays, trouvent des solutions pour l'avenir et cherchent des remèdes pour parer aux risques auxquels la vie publique pourrait être exposée, notamment l'arrivée au pouvoir par quelqu'un par d'autres voies que les urnes ou l'exercice du pouvoir de façon tyrannique. Alors, que nous disent ces anciens de la conférence nationale? Ils nous avaient dit, si cela arrivait, vous avez deux voies d'action. Vous avez la désobéissance civile et vous avez la résistance. Et donc ça, c'est des choses que tous les Congolais devraient connaître et savoir distinguer. C'est pour ça qu'à la conférence nationale, il avait été décidé que la Constitution devrait être enseignée depuis l'école primaire. Or, qu'est-ce qui s'est fait? En 1996, un mécanisme était en train d'être mis en place pour commencer à enseigner la Constitution à l'école primaire. À partir de 1997, on a passé un rideau noir, on a mis le couvercle dessus. On n'en a plus jamais parlé. Et je pense que c'est l'une des rares fois que cela est abordé sur votre plateau. Donc, on parle du fait que l'enseignement de la Constitution qui devrait se faire depuis l'école primaire n'a pas été fait. Et n'a pas été fait. Alors, quelle est la conséquence de cela? De 97 à aujourd'hui, 29 ans se sont écoulés. Ça veut dire que celui qui serait allé à l'école à l'âge de 5 ans, aujourd'hui, ça fait 24 ans qu'il aurait entendu parler de la désobéissance civile à l'école
et de la résistance. Et aujourd'hui, quand un leader viendrait lui parler de la Oui, mais désobéissance civile, pardon, maître. il saurait, Évidemment. non mais laissez-moi terminer cette Oui, mais phrase, c'est je vous laisse sérieux. beaucoup de temps en train de répondre. Nous gérons aussi le temps, maître. Oui, mais Allez-y, je vous en si prie, vous oui. interrompez les Allez-y, je vous en logiques, vous prie. comprenez que ça n'a pas de sens. Oui, je disais que celui qui serait allé à l'école à 5 ans, aujourd'hui, il aurait 29 ans, il aurait 29 ans et ça ferait 24 ans qu'il serait en train d'entendre parler de désobéissance civile et de résistance. Il saurait faire la différence entre les deux. Et lorsqu'on lui lancerait un appel à la désobéissance civile, il saurait exactement de quoi il s'agit, il ne ferait pas de confusion. Oui, je voulais en fait en rebondir là-dessus parce que lorsque vous parlez de ces jeunes qui avaient encore 5 ans à l'époque où certainement Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes et qui aujourd'hui a compté, je crois, 35 ans puisque ça fait déjà 30 ans, bientôt là en juin prochain. Cela fera 30 ans. Et donc, ces jeunes qui n'ont pas vécu, évidemment, la conférence nationale et tout ce qui était à l'origine, bien sûr, de cette conférence nationale, c'est vrai qu'ils apprennent l'histoire du Congo, mais comment? N'ont peut-être pas le même intérêt que vous, vous êtes en train de manifester, ce qui ferait que, bon, comme les juristes aiment à le dire, hein, pas d'intérêt, pas d'action, c'est ça le problème. Est-ce que ces jeunes sont à mesure aujourd'hui de comprendre l'intérêt de votre appel à la désobéissance civile? Je vais enchaîner pour terminer. Nous savons, bon, il faut toujours le rappeler parce que ceux qui nous suivent ne sont pas forcément ceux qui nous ont suivis dernièrement. Et le Congo est dans une situation, j'allais dire, périlleuse. Nous sommes dans un pays, nous parlons d'un pays, donc la République du Congo, qu'on appelle aussi Congo-Brazzaville, un pays où les retraités cumulent aujourd'hui plus de 45 mois d'arriérés de pension impayés. Nous avons des hôpitaux qui vont en grève à répétition pour des raisons salariales. Donc, le personnel soignant revendique, je crois, une vingtaine de mois d'arriérés de salaire. À l'université, c'est pareil. À l'université, Mariam Gwabi est aujourd'hui soumise à des grèves à répétition depuis que Sassou Nguesso est revenu. Chaque année, il y a une grève, et soit deux, trois grèves, ce qui entame d'ailleurs j'allais dire l'efficacité de cette université. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure pour parler de la corruption généralisée à l'université Mariam Ngouabi. Vous avez des enseignants communautaires qui ne sont jamais payés, tout le temps on les voit à la télé en train de faire des déclarations. Un jour, d'un coup, ils repartent, d'un coup, ils grèvent. C'est devenu en fait un cycle infernal. Il faut le dire comme ça. Et les jeunes, aujourd'hui, plus de 2 500 000 jeunes sont en chômage au Congo, sur une petite population de 6 millions d'habitants. Donc le chômage est endémique. Ensuite, je rappelle tout ça simplement pour dire que finalement, le pouvoir de Sassou Nguesso, et après on se poserait la question de savoir, mais pourquoi a-t-il fait donc un tel coup d'État qui a coûté plus de 400 000 vies congolaises? Si c'est pour ce que nous sommes en train tous d'observer, et c'est bien triste. Donc on se rend compte que les Congolais ne tirent aucun profit de ce pouvoir. Vous parlez de la désobéissance civile. Est-ce qu'il n'est pas temps, comme disent les autres d'ailleurs, de procéder finalement à un boycott, c'est-à-dire rendre ce pouvoir ingouvernable, rendre le Congo ingouvernable, c'est-à-dire lancer soit une campagne de boycott à tous les niveaux, dès lors que les Congolais n'en tirent aucun profit, ni les fonctionnaires actifs, ni les retraités, ni les étudiants, ni les jeunes. Et dernièrement, vous l'avez suivi quand il a dit aux jeunes, allez-y vous débrouiller, l'État va vous soutenir. Mais on connaît comment ça se passe au Congo. Le Congo n'a jamais formé des jeunes pour entreprendre. Il n'y a pas des écoles pour l'entrepreneuriat au Congo. Le système éducatif du Congo, et je vais terminer par là, a été conçu pour fabriquer des fonctionnaires. Il vient de dire à ces jeunes, plus de place à la fonction publique. Monsieur a démissionné. En réalité, Denis Sassou Nguesso a démissionné de ses fonctions. Dès lors qu'on a ce tableau, est-il encore nécessaire pour les Congolais, j'allais dire, d'aller encore au travail? Le Congo est un des rares pays, je ne sais pas si ça existe encore, où les fonctionnaires sont des plus misérables de la Terre, des plus malheureux de la Terre. Vous travaillez, vous êtes fonctionnaire, mais vous êtes pauvre, vous souffrez. Alors qu'on apprenait à l'école, le travail libère. Au Congo, vous travaillez, c'est pire qu'un chômeur, en fait.
Voilà dans quelle situation on se retrouve. Est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, de lancer un boycott à tous les niveaux, rendre le cinquième mandat, comme le disent les autres, mais ce n'est pas le cinquième mandat, c'est plus que ça qu'il est là, voilà, Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'il n'est pas temps de rendre ce nouveau mandat ingouvernable pour dire à Sassou Nguesso, stop, trop c'est trop, on ne peut plus. Parce que la désobéissance civile, mais qui va rester à la maison? En fait, enfin, moi, j'essaie d'interpréter un peu, voilà, la réalité congolaise, maître. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie? Bon, vous me donnerez acte de vous avoir laissé développer votre éditorial, mais Ah bon? je répondrai à la dernière question et vers la première. En parlant du boycott plutôt que la désobéissance civile, en fait, nous sommes là dans la sémantique parce que la désobéissance civile a pour résultat le fait que l'administration ne soit pas opérationnelle. Elle est paralysée parce que les employés ne se rendent, les fonctionnaires ne se rendent pas au travail, les entreprises ne fonctionnent pas puisque les employés ne se rendent pas au travail et donc le boycott, ce serait un anglicisme, mais qui n'est pas très différent dans ses effets par rapport à la désobéissance civile. En parlant de la jeunesse, ce qui était votre première question, donc son intérêt dans tout ceci, vous avez d'ailleurs emprunté dans le langage juridique en disant pas d'intérêt, pas d'action, même si ce n'est pas nécessairement dans le même sens ici, mais bon. Euh, les jeunes, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas intérêt à ce qui est en train de se passer. Non, ils sont divertis et ne sont pas, on dira, ils ne sont pas concentrés sur ce qui est en train de se passer, mais on ne peut pas soutenir qu'il n'ait pas d'intérêt. Au contraire, c'est de leur intérêt. Vous avez parlé du chômage. Vous savez, les employés dans le monde social ont dit le chômage rend l'homme invisible. Donc, socialement, vous devenez invisible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de revenus. Et si vous n'avez pas de revenus, en tant qu'être humain, vous générez des coûts. Votre existence génère des coûts parce que vous devez vous alimenter tous les jours, mais vous n'avez pas de revenus. Donc, à ce moment-là, vous perdez la dignité d'être humain parce que vous devenez une charge pour d'autres personnes qui, de par leur générosité, vont devoir vous porter et ainsi de suite. Alors, quand vous avez une société dans laquelle plus de 60% des personnes en âge de travailler se trouvent au chômage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un Congolais qui porte environ une ou deux personnes de plus à sa charge, ce qui fait que ses propres revenus sont redistribués et à la fin, et celui qui travaille et ceux qui ne travaillent pas, personne ne vit comme il devrait vivre. Et c'est donc une société qui est entièrement déréglée. Et ce qui se passe, c'est que non seulement que le chômage va rendre l'homme invisible, mais nous sommes dans un système de caste humaine. Ça veut dire que les gens naissent dans les autres pays. Lorsque quelqu'un naît, le système éducatif le prend en charge, que ce soit pour le conduire vers l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique, mais l'homme est pris depuis la maternelle, il passe par le processus de transformation académique et technique et à la fin, il devient soit un ouvrier qualifié, soit un ingénieur ou un cadre ou un cadre supérieur. Donc, il y a ce processus de transformation qui fait que l'homme devient autre. Et à partir du moment où l'homme a été transformé par le mécanisme de l'enseignement, il devient un agent du système économique. Donc, il participe à la production des richesses. Et vous regardez, en Occident, on vous parle constamment de croissance. C'est parce que vous avez des gens qui, en permanence, viennent augmenter la force de travail, la capacité de production, et cette production continue à augmenter et alors on parle de croissance. Or, ici, nous sommes dans un système tel que l'humain est voué à la casse. Ça veut dire qu'on n'attend rien de l'humain. Le système éducatif ne va pas le transformer. On ne fait rien
pour que le système éducatif puisse le transformer et dans les restes du système éducatif qui fassent qu'on produit quand même des diplômés, ceux-là sont inutilisables. Sinon, on en récupère peut-être 5% et le reste est voué à la casse. Donc, c'est une société qui détruit l'être humain. Pour insister sur l'intérêt que les jeunes ont à réagir par rapport à la situation qui se passe, Monsieur Perrin, si vous donnez une quantité d'argent à n'importe quel Congolais aujourd'hui, vous donnez ne serait-ce que 5 millions à un Congolais, 10 millions à un Congolais, sa première tentation, c'est de quitter le pays. Quand un homme, un système de gouvernement vous conduit à une situation telle que vous vous mettez à fuir un pays riche pour aller même dans des pays pauvres, mais vous vous mettez à fuir un pays riche parce que c'est un pays qui est riche. Ce pays a de l'uranium, par exemple. On n'en parle presque jamais, mais dans les réserves minérales du Congo, nous avons de l'uranium. Nous avons une quantité de minerais qui n'ont pas encore été exploités. Nous avons toutes sortes. Il n'y a pas une ressource dans notre pays qui manque de façon essentielle. Le Qatar, qui est devenu ce que tout le monde voit et sait, le Qatar n'a pas autant de ressources que le Congo. Le Congo a toutes les ressources que le Qatar a et le Qatar n'a même pas le 10e de nos ressources. Mais nous sommes arrivés à une situation telle que celui qui a un peu d'argent fuit le pays. Les gens sont là parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Ils sont là parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir. Je finis par un aspect de l'économie que vous avez évoqué. Cet aspect, c'est que la première et la dernière des monnaies en économie, c'est la confiance. La confiance en ceci que n'importe quel investisseur a besoin d'avoir confiance au système pour investir. Il n'y a plus de confiance intérieure. Ceux qui ont l'argent à l'intérieur expatrient l'argent, prennent des garanties à l'étranger. Même ceux qui sont au pouvoir sont tous prêts à fuir le pays dès qu'une difficulté apparaîtrait. Donc, ils constituent tous des réserves à l'étranger. Le citoyen lambda, de son côté, prie le ciel pour que lui tombent des millions afin qu'il quitte le pays. Donc, la confiance à l'intérieur dans le système n'existe pas. Un système dans lequel on n'a pas confiance est une société qui meurt. Elle n'a aucun avenir. Mais le pire dans tout ceci, c'est que l'extérieur non plus n'a pas confiance au système. Vous avez un chef d'État qui n'a pas de légitimité. C'est la pire des catastrophes pour un pays. Un président de la République qui est arrivé en organisant le désordre constitutionnel, en écartant une constitution, il revient par la guerre, il règne par les armes, ainsi de suite. Mais si vous êtes un milliardaire à l'étranger, vous êtes au courant de la situation du Congo. Vous n'allez pas mettre 1 million de dollars au Congo. C'est pour ça que depuis 1997, en dehors du secteur pétrolier et gazier, qui sont des secteurs à risque, où on investit, même quand il y a eu une guerre dans le pays, au Congo, aucun autre secteur n'a reçu ne serait-ce qu'1 million de dollars d'investissement. Alors, un pays qui n'a pas d'investissement étranger, qui n'a pas d'investissement intérieur, comment allez-vous être surpris que vous ayez les 2 500 000 personnes au chômage? Les Congolais et les jeunes en particulier doivent savoir que tant et aussi longtemps que M. Sassou Nguesso sera président de la République, le chômage va continuer à augmenter. Il n'a aucun moyen d'arrêter cela parce que c'est sa seule présence au sommet de l'État qui est un repoussoir pour les investissements extérieurs et intérieurs. Et donc, les jeunes ont tout intérêt à suivre ce que nous sommes en train de faire et à suivre nos appels. Oui, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar, lorsqu'on suit Emmanuel Todd, un spécialiste de la géopolitique, mais aussi de l'économie, il explique très bien comment les pays, surtout africains comme les nôtres, qui ont du pétrole, ne peuvent
pas se soucier à la diversification de l'économie. Et nous avons tous aussi suivi lors de la campagne, je crois, électorale dernière, comment Denis Sassou Nguesso s'étonnait, je posais la question, de savoir comment expliquer un pays comme le Congo, Brazzaville, dont il a la charge depuis plus de 40 ans, qui dispose des minerais, vous avez cité, bon, il y a des ressources comme ça, l'uranium. Au Congo, il y a l'uranium, si les Congolais ne le savent pas. Il y a l'uranium, il y a le coltan, vous avez le diamant, vous avez l'or, vous avez le bois, vous avez le pétrole, le gaz, vous avez du cuivre, vous avez les terres arables. Regardez un pays comme ça. En fait, c'est l'extension de la RDC. Et donc, le Congo est, j'allais dire, vachement riche. Et il se posait la question de savoir comment un pays aussi riche comme le Congo, qu'on ne pouvait pas développer ce pays. Pendant qu'il se pose cette question lui-même, il est déjà à la tête de ce pays. Ça fait déjà 43 ans. Et vous avez dit tout à l'heure, la première tentation pour un jeune, et ça c'est vrai en plus, hein, ils sont en train de sortir, c'est le pays où beaucoup de jeunes sortent d'ailleurs. La première tentation des jeunes, c'est de quitter le pays dès qu'ils ont un peu les moyens. Quitter un pays riche, c'est-à-dire on fuit le paradis pour aller en enfer. C'est du jamais vu. Et malheureusement, c'est ce que représente aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut penser, maître, que c'est finalement le message qui n'est pas soit bien perçu, ou c'est vous qui incarnez l'opposition congolaise, qui n'arrivez pas à sensibiliser ou à passer le bon message, le pays est en danger pour réagir. Est-ce que c'est votre discours qui ne passe pas, concrètement? Nous devons prendre notre part de responsabilité. Me concernant personnellement, avec les Patriotes, c'est à partir de 2024 que moi, personnellement, j'ai fait la première déclaration politique et en 2025, en janvier 2025, le 16 janvier précisément, j'ai fait le discours dans lequel je disais que le président de la République doit partir. On me reprochera de ne pas avoir assez de notoriété auprès du citoyen lambda en une année d'activité politique. Si l'on considère que nous n'avons pas assez de notoriété aujourd'hui, nous assumons cette part de responsabilité et allons améliorer nos mécanismes de communication pour pouvoir toucher toujours plus de personnes. Donc ça, c'est pour ce qui nous concerne. Ce qui concerne le reste de l'opposition, chacun peut apprécier ce que les uns et les autres font. Toujours est-il que la population congolaise, dans mon ressenti personnel, en observant la situation, en 2026, les Congolais étaient prêts à réagir si une occasion leur était offerte à l'occasion de l'élection présidentielle. Le pouvoir le savait. Ils ont le renseignement. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont organisé le crime contre l'humanité à ciel ouvert avant l'élection, donc les assassinats ciblés des jeunes désignés comme étant des Koulouna. Ils ont mené cette campagne de terreur pour ramener les Congolais à s'abstenir à toute initiative, s'abstenir de toute initiative politique. On ne peut donc pas dire que les Congolais ne soient pas totalement prêts. Il est vrai que tous nos messages ne leur parviennent pas nécessairement. En tout cas, ils ne vont pas trouver le dernier citoyen au fond du dernier village. C'est une réalité. Mais que ceux qui sont en zone urbaine, par exemple, qu'ils soient totalement désintéressés de ce que nous faisons, je vous dirais non. Quand je suis, toutes les fois que je suis en séjour au Congo, je rencontre des gens dans la rue qui d'abord sont surpris de me voir là. Ça nous ramène à cette affaire de fuir le pays, sont surpris de me voir là parce qu'ils se disent, mais vous êtes à l'étranger dans les conditions que nous savons et vous venez faire quoi ici? Parce qu'ils veulent tous partir. Donc, ils ne comprennent pas que ceux qui sont à l'extérieur reviennent sur le territoire. Et en rencontrant ces jeunes et toutes les autres personnes, je constate que les gens sont informés de la situation.
les gens, parce que je ne suis pas un personnage anciennement public. Je vous disais que ça fait 1 an que j'ai commencé une activité au niveau national. Mais que l'on puisse me reconnaître dans les aéroports, dans les rues, sur les pistes de course, ainsi de suite, ça veut dire que notre message progresse quand même. Mais il nous reste beaucoup d'efforts à accomplir de ce point de vue et la rencontre entre le peuple et les dirigeants se fera lorsque les circonstances le permettront. Mais nous allons continuer à parler de la désobéissance civile et communiquer politiquement. Alors, maître, puisque nous parlons déjà évidemment des ressources que dispose le Congo-Brazzaville, je vous rappelais tout à l'heure que Denis Sassou Nguesso lui-même s'interroge et s'étonne que le Congo ait toutes ses richesses et continue à vivre dans la situation que tout le monde connaît aujourd'hui, où les populations n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité. En fait, il n'y a pas de service public de base, il faut le dire comme ça. Les hôpitaux, c'est devenu des mouroirs, c'est pas moi qui le dis, c'est le constat, ce sont les faits, rien que les faits. L'université, je vous ai rappelé, des enseignants qui ne sont pas payés, des retraités qui croupissent dans une misère terrible, qui meurent par manque de leur pension parce que c'est leur seule source de revenus. Et à côté, nous avons le pétrole qui se vend très bien, surtout maintenant là. Le pétrole est passé à plus de 100 dollars le baril. Nous avons le gaz que nous vendons, nous avons le bois que nous vendons, que nous exportons. Et les Congolais sont dans une misère, une situation précaire. Tout le temps, on vient rabâcher les oreilles des Congolais pour leur dire nous allons diversifier l'économie. Et là, je voudrais savoir avec vous si réellement le Congo a un système économique. C'est quoi concrètement? Comment ça fonctionne? Vous êtes aussi économiste, je vous pose cette question, bien sûr. Le, la gestion économique du Congo correspond à la gestion de l'ensemble du système. Le mécanisme qui est mis en place est un mécanisme consistant à désarticuler l'État. On a parlé de son dépérissement plus d'une fois, mais c'est un mécanisme pour le désarticuler totalement. Et d'ailleurs, ça fait un lien avec la question de l'intérêt des jeunes et de la population en général sur la situation générale du pays, c'est que l'État qui est en train de disparaître, parce que ça, il faut le reconnaître, ceux qui connaissent les mécanismes de l'État, qui connaissent l'État d'un point de vue scientifique, savent qu'au Congo, aujourd'hui, il n'y a plus d'État. Et le plus grave, c'est que non seulement il n'y a plus d'État, donc il n'y a qu'une façade institutionnelle qui demeure, mais le plus grave est que l'État qui disparaît est en train d'être remplacé par une sorte de gang. Quand vous regardez la DGSP, vous regardez les agissements des principaux responsables politiques. À une certaine époque, je me souviens, c'est Claudine Munari qui en parlait, elle parlait d'une organisation criminelle. Et il y a un docteur en sciences politiques, je ne sais plus, il doit s'appeler Ibarra, Monsieur Ibarra, qui, Constant Ibarra, oui. voilà, Constant Ibarra, qui a parlé du cartel d'Oyo, donc la cartélisation de l'État. Et quand vous observez dans les faits ce qui est en train de se passer, vous avez ce phénomène de glissement d'un État vers une chose privée que les uns vont nommer gang, d'autres vont nommer organisation criminelle, cartel, ainsi de suite. Mais vous voyez qu'en faisant des lectures scientifiques de la situation du Congo, on arrive à ce résultat-là. Et à partir du moment où vous n'avez plus d'État, vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir s'il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Parce que le Congo n'a pas de politique publique. Il n'y en a pas une seule. Je mets quiconque au défi en la matière. C'est ma spécialité en sciences politiques, c'est ce que j'ai fait comme spécialité en sciences politiques. Vous ne pouvez pas identifier au Congo ce qu'on appelle une politique publique. Éventuellement, vous avez quelques programmes publics, vous avez quelques actions publiques, mais une politique publique, ça n'existe pas. Donc, en économie, tel que vous êtes en train de le dire, effectivement, il n'y a pas de politique économique.
personne ne peut identifier la politique économique du Congo. Le hasard qui existe, quand je dis hasard, c'est une façon propre de parler de la gestion patrimoniale de l'économie du pays et des finances publiques. Mais le désordre qui existe en cette matière, en 2011, la CEMAC a adopté un règlement poussant les États membres de la communauté à aller vers la gestion axée sur les résultats. Et pour cela, il fallait modifier la nomenclature budgétaire de l'État. Et cette nomenclature budgétaire devrait faire en sorte que le budget, dans sa nouvelle nomenclature, corresponde à des politiques publiques. Donc, les enveloppes seraient allouées à des politiques publiques et ces politiques seraient déclinées en programmes qui eux-mêmes seraient déclinés en actions correspondant parfois à des projets. Alors, dans cette nouvelle réglementation financière communautaire, le ministre des Finances, qui actuellement est l'ordonnateur principal du budget de l'État, cessait d'être l'ordonnateur principal du budget de l'État et devenait l'ordonnateur seulement de son ministère. Et chacun des ministres devenait les ordonnateurs de leur propre budget. Qu'est-ce que cela aurait eu comme conséquence? Si vous avez des opérations mafieuses à mener, il aurait fallu associer chacun des ministres parce que chacun d'eux serait le seul et unique ordonnateur de leur budget. Or, dans le système actuel, vous pouvez mobiliser les ressources du budget d'un ministère sans le ministre. Ce qui fait que lorsqu'on adopte la loi des finances initiale qui fixe le budget de l'État, à la fin de l'exercice, donc dans l'année N+1, on adopte la loi de règlement qui clôture le budget de l'État. Dans la loi, les ministres constatent dans la loi initiale, donc dans le budget de l'État, qu'ils ont une enveloppe de X milliards. Pendant l'exercice, ils font des engagements et des ordonnancements de dépenses qui ne sont pas exécutés. Donc, le ministre, en suivant l'exécution de son budget à partir de son ministère, il voit qu'il a exécuté son budget, par exemple, à 20 ou 30%. En loi de règlement, il devait retrouver les 30% d'exécution de son budget parce que c'est ça la réalité que lui, il a vécue. Mais quand on présente le projet de loi de règlement, il voit qu'il a consommé la totalité de son budget. Il ne sait pas comment il a consommé la totalité de son budget. Et donc, aujourd'hui, vous avez la totalité des membres du gouvernement qui sont complices de ce système parce qu'ils avalisent des opérations financières qui ne sont pas réelles. Et l'État congolais, lorsqu'on lui demande, donc quand le règlement de la communauté, de la CEMAC, dit en 2011 que tous les États membres devraient passer à cette nouvelle nomenclature. Vous savez qu'est-ce que M. Sassou Nguesso a fait? Il a retardé le moment où le Congo devrait passer à la logique de la CEMAC. Il a renvoyé en 2017. Donc de 2011, il a pris 6 ans. Oui, mais pardon, Lorsqu'on arrive en maître. 2000... Vous Non, allez mais là, continuer tout là à vous l'heure. Est-ce interrompez que... encore une Oui, oui, explication maître, mais importante. pardon, je vais quand même insérer quelques questions pendant que vous êtes en train de répondre, et c'est tout normal. Laissez-moi Sinon, finir, on aura des laissez-moi réponses finir de 5 à l'histoire. 10 minutes. Permettez que Non, je place juste une question dans ce que vous êtes laissez-moi... en train de dire. Juste une Oui, question, parce que évidemment, vous êtes en train. Lorsque vous dites que Denis Sassou Nguesso a retardé évidemment les échéances, et c'est là que moi je voudrais comprendre avec vous, finalement, tout ce que vous êtes en train de développer, à en croire, hein, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce que moi j'ai compris. Après, vous me direz si je me suis trompé. Est-ce qu'on peut donc parler d'une volonté politique manifeste de détruire ou de déstructurer carrément l'État? Tout à l'heure, vous avez donné beaucoup d'exemples, mais nous savons également que les ministres, et ça nous a été dit sur ce même plateau, par des gens qui fréquentent ce milieu, que lorsque le budget est voté, chaque ministre va chercher son budget au Trésor et il le gère depuis chez lui. C'est-à-dire, il prend tout l'argent qu'il emmène chez lui à la maison
Et c'est à sa volonté, s'il veut faire quelque chose, il ne veut pas faire. Après, évidemment, nous avons des résultats du genre, parfois, des projets qu'ils annoncent, mais qui n'ont jamais été achevés ou qui n'ont jamais démarré, mais on ne leur demande jamais des comptes. Et quelqu'un nous disait d'ailleurs que dans ce système, euh, plus vous travaillez mal, mieux vous êtes rémunéré, mieux vous êtes promu à un autre poste. J'évoque cette question pourquoi hier seulement je parlais avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans le pool. Je prends cet exemple pour passer aussi cette information. C'est un soldat qui nous dit, depuis un certain moment, et ça fait beaucoup d'années, le ministère de la Défense, donc le ministre de la Défense, et son chef d'état-major, parce qu'il a cité même Okoye, ont pris l'habitude de déposer des troupes dans le pool, dans tout le pool, dans les villages du pool. Pendant que nous parlons, je vous donne cette information que le pool est assiégé par l'armée. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Il me dit, en fait, même nous, on ne sait pas pourquoi on est là. On nous dit seulement pour sécuriser le département. Mais que se passe-t-il concrètement? Lorsqu'on les dépose dans ces villages, on leur fait signer, je ne sais pas s'il faut appeler ça des moratoires ou ben voilà, des procès-verbaux comme quoi ils ont perçu ci, ils ont perçu ça. Et c'est des soldats qui passent les nuits à la belle étoile. Ils n'ont même pas les tentes. Ils n'ont rien à manger. On les dépose comme ça. Ça veut dire quoi? Derrière ce mécanisme, le ministère de la Défense pille, c'est le mot qu'il faut dire, pille le budget du ministère de la Défense, en utilisant bien sûr ces superflus, c'est-à-dire ces prétextes d'aller mettre des soldats partout dans le pool qu'il gérerait et tout le budget passe dans sa poche. C'est des soldats qui se plaignent d'abord des conditions dans lesquelles ils sont placés là-bas et ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. En fait, derrière, on pourra creuser le pourquoi. Voilà pourquoi je reviens sur ce que vous étiez en train de dire. Quand Denis Sassou Nguesso prétend qu'il faut repousser les échéances malgré voilà, les résolutions prises par la communauté, comme vous avez dit, la CEMAC. Et c'est là que moi, je posais la question, finalement, c'est une volonté manifeste, en fait, une volonté politique manifeste de ne rien faire en termes économiques au Congo, de détruire l'économie du Congo, au profit de quoi concrètement? Au bout du compte, c'est quoi? Lorsqu'on agit Si ainsi. je, oui, si je termine, puisque vous avez placé votre question, si je terminais le raisonnement, je vous disais que il devait appliquer la réglementation en 2011. Il a adopté un acte juridique renvoyant le délai à 2017. Arrivé en 2017, il a de nouveau renvoyé. Arrivé en 2022, il a de nouveau renvoyé. Ça veut dire qu'en ce moment, le Congo n'est pas en conformité avec le règlement de la CEMAC sur la gestion des finances publiques. Et dans l'orthodoxie générale de la gestion des finances publiques, donc d'abord, je précise que sur cet élément-là, il s'agit d'une part de rendre chaque ministre autonome et donc ordonnateur de son propre budget et de retirer au ministre des Finances l'ordonnancement général du budget de l'État. Parce que quand vous avez le ministre des Finances qui est le seul et unique ordonnateur général du budget de l'État, principal du budget de l'État, ça fait qu'on peut tout faire avec le ministre des Finances sur tous les autres budgets. Et c'est pour cette raison qu'on maintient le mécanisme pour avoir la facilité opérationnelle. Et cela s'ajoute au fait que le trésor public n'est toujours pas revenu dans ses droits. Donc qu'on puisse mettre l'argent public au trésor public. Souvenez-vous que le ministre qui essayait de respecter cette orthodoxie financière et comptable a été relevé de ses fonctions. Et celui qui l'a remplacé a fermé les yeux là-dessus. C'est la situation générale dans laquelle se trouve le Congo. Je vous raconte une anecdote. En 2012, je rentre fraîchement de France à ce moment-là. Je sors de Sciences Po où j'ai fait comme spécialité évaluation, suivi et évaluation des politiques publiques et gouvernement comparé. Je rencontre
une ancienne collègue de l'école, c'était nos grandes sœurs à l'internat à Cuba. Nous avons cette discussion et elle me demande ce que j'avais fait comme spécialité à Sciences Po. Je lui dis suivi et évaluation des politiques publiques et gouvernement comparé. Elle me dit évaluation des politiques publiques. Je dis oui. Elle me dit non, c'est pas vrai. Je dis pourquoi c'est pas vrai. Elle me dit mais parce que le gouvernement cherche quelqu'un qui a cette spécialité. Mon mari, c'est X, c'est l'une des plus hautes personnalités à la présidence parmi les 3 plus hautes personnalités à la présidence en ce temps-là. Elle me jetait le nom pour une question de discrétion. Donc elle me dit, mon mari a cette responsabilité et on a créé à la présidence un comité de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics. Mais la Banque mondiale et le FMI exigent que ce soit un spécialiste en la matière qui puisse occuper la fonction. Donc ça fait plus d'un an qu'on est à la recherche de quelqu'un qui a cette spécialité qu'on ne trouve pas. Donc, je ne crois pas que tu as fait ça, puisque l'ambassade de France a cherché en France, on n'a trouvé personne. Je lui dis, c'est bien ce que j'ai fait. Elle appelle son époux, elle lui donne l'information, et l'époux lui dit, c'est un Congolais. Elle dit oui, elle dit, il ment, parce qu'on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Elle dit, et il lui dit, dis-lui quand même de venir me voir. Nous sommes en 2012. Je me rends à la présidence, le monsieur me reçoit, nous parlons de politique publique, il me remet un document d'environ 300 à 500 pages et il me dit, ça c'est le séminaire que le gouvernement prépare pour l'évaluation des politiques et programmes publics. Lisez-le et faites-moi vos observations sous 8 jours. Je prends le document, j'en prends connaissance, je reviens à la présidence 8 jours plus tard pour lui rendre compte. Il m'emmène dans une salle de réunion. Quand j'arrive dans la salle de réunion, je constate qu'il y a environ une quinzaine de personnes. Et il fallait que je présente mes conclusions à ces personnes-là. Alors, je leur présente mes conclusions, je leur dis que ce document, son contenu ne correspond pas à son titre. Il parle du suivi et de l'évaluation des programmes et politiques publiques, mais en réalité, il ne parle que du suivi des programmes politiques. Il n'y a rien sur l'évaluation et il n'y a rien sur les politiques publiques. Et je leur fais la démonstration. À la fin, ils demandent à l'assistance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qui a été dit? Tout le monde était d'accord qu'il n'y avait pas de politique publique et il n'y avait pas d'évaluation non plus dans ce document. Nous sortons de là, il me dit, les 2 premières personnes qui étaient là, ce sont les consultants du gouvernement congolais, ce sont des Ivoiriens qui vivent aux États-Unis, à qui on a déjà payé près de 300 millions et qui ont conçu ce document. Au moment où nous sommes en train de parler, tous les ministres ont déjà reçu ce document et attendent la tenue du séminaire. Et là, toi, tu viens nous dire que nous allons en fait perdre du temps parce qu'il n'y a pas de suivi et il n'y a pas d'évaluation et il n'y a pas de politique publique. Alors, il va falloir tout refondre. Les ministres qui étaient au gouvernement en 2012 se souviennent tous avoir reçu ce document et que le séminaire n'a jamais eu lieu. Il n'a pas eu lieu à cause de cette réunion-là. Alors, à ce moment, on me propose d'occuper la fonction de directeur de ce comité qui avait valeur de conseiller. Il était écrit dans le décret que le directeur est en même temps conseiller spécial du président de la République. Donc, on me propose d'occuper la fonction. Mais on me pose des conditions que je n'ai pas acceptées, donc j'ai refusé d'occuper la fonction. Elle est restée vacante pendant longtemps. Alors, qu'est-ce que cette anecdote nous dit? D'une part, qu'il n'y a pas de politique publique au Congo, donc je ne le dis pas seulement sur votre plateau, je l'ai démontré dans un bureau à la présidence de la République, que ce qui se faisait, ce n'était pas des politiques publiques et qu'il n'y avait pas d'évaluation. En parlant d'économie, tel que vous étiez en train de le dire, le Congo n'a pas de politique économique. Et le pire, c'est que nous n'avons même pas de doctrine économique. On n'a pas de doctrine économique. Nous naviguons à vue. Dans les années 60 encore, on avait fait le pari
du marxisme, donc de l'économie dirigée. Il y a eu le plan quinquennal de 1982-1986 qui était la matérialisation de la vision économique du Congo à l'époque, donc une économie planifiée. Depuis lors, on est sorti de la planification et de la direction de l'économie. Mais nous n'avons pas adopté les mécanismes du libéralisme économique. Donc, pour répondre précisément à votre question, Oui. on n'a pas de système et pire, on n'a pas de doctrine. Bien malheureusement, Maître Charles Alice Poitiers-Mar, vous avez dit tout à l'heure, on vous a proposé le poste, mais vous n'avez pas accepté les conditions. Est-ce une indiscrétion de savoir, parmi ces conditions, qu'est-ce qui vous a déplu en fait? Elles étaient moralement inacceptables. Moralement inacceptable. On va passer, c'est le dernier volet, Donc, on pourra plus aborder les autres questions. C'est sur l'affaire Tister Chikaya, voilà. L'affaire Tister Chikaya, c'est Jean-Marc Tister Chikaya, c'est comme ça qu'on l'appelle, le ministre Jean-Marc Tister Chikaya. Dans un communiqué officiel, vous l'avez certainement lu, le gouvernement congolais annonce que l'affaire de violence conjugale impliquant le ministre Jean-Marc Tister Chikaya, accusé d'avoir agressé à son épouse, est désormais entre les mains de la justice, malgré l'absence de dépôt de plainte par la victime. Votre premier commentaire? je n'avais pas l'information que l'affaire soit désormais dans les mains de la Enfin, c'est ce justice. que le Et, gouvernement a annoncé, et hein, c'est-à-dire l'affaire devait être prise en main par le ministère de la Justice. vous parlez de ce communiqué-là, le Tout à communiqué fait, dans oui. lequel il est dit que le gouvernement donnait instruction au ministre de la Justice de contacter les autorités compétentes. Bon, ça fait plusieurs jours depuis, on n'a pas de nouvelles de ce que le ministre de la Justice a fait, mais avant d'aller sur ces aspects techniques, d'abord, je devrais dire ma tristesse d'avoir à commenter une affaire dans laquelle il y a le nom de Tister Chikaya, parce que c'est un nom qui pour moi a une résonance. J'ai rencontré personnellement M. Tister Chikaya, j'avais 18 ans, dans le bureau de mon père. On a eu plus d'une fois des discussions. Il m'a remis l'ouvrage qu'il avait écrit à l'époque, que je garde jusqu'à présent. Donc, vous comprenez qu'il y a une sensibilité personnelle et son fils, plus âgé que moi, est naturellement un grand frère qui se trouve en difficulté de ménage et il est naturellement assez difficile d'avoir à s'exprimer sur ces questions. Je pense que dans la sphère privée de cette affaire, parce qu'il y a un volet privé et un côté, on va dire, public. Dans la sphère privée, je pense qu'il faudrait lui laisser à lui et à son épouse le soin de trouver les formules appropriées pour régler cette affaire dans l'ordre privé. Et en ce qui concerne son aspect public, parce qu'il implique une personne qui exerce des responsabilités publiques et ça implique également un sujet d'importance, les violences conjugales en particulier et de façon générale la violence dans la société. Sur ces aspects, il faudrait raisonner par principe. Le principe voudrait que jamais personne, sous aucune circonstance ordinaire, ne soit exposé à la violence. L'intégrité de la personne physique dont on parle dans la Constitution, ça ne doit pas être un vain mot. L'intégrité physique doit être vécue par chacun parce que cette dame qui a le front ouvert, c'est une atteinte à son intégrité physique. Ça veut dire qu'une personne a été créée par son créateur et quelqu'un vient atteindre à cette créature, vient déformer ce que Dieu a fait. Du point de vue moral, religieux, légal, tout cela est inacceptable. Donc, chaque personne a droit à son intégrité physique. Au-delà, lorsqu'on parle de ce qui pourrait être l'aspect légal, parce que pour qu'il y en ait,
il faudrait évidemment que l'institution judiciaire soit saisie conformément aux règles en la matière. Ici, il n'y a pas de plainte de la victime présumée, à ce que l'on sait. Et d'autre part, on a un communiqué du gouvernement, mais on n'a pas appris qu'il y ait eu conseil des ministres, on n'a pas appris qu'il y ait eu conseil de cabinet. Donc, comment le gouvernement, organe collectif, a délibéré dans cette affaire? Comment il en est arrivé à la prise de décision? Est-ce que c'est le Premier ministre qui prend la décision et qui donne les instructions au ministre de la Justice? Auquel cas, son communiqué devrait dire le Premier ministre, il devrait donc assumer la responsabilité du communiqué. Or, ici, on nous parle du gouvernement. Est-ce que la justice ne pouvait pas s'autosaisir dans une telle affaire? La justice ne pourrait pas s'auto-saisir parce que pour qu'elle puisse le faire, il lui faudrait les preuves des faits. Et pour qu'il y ait les preuves des faits, c'est donc des preuves par témoignage. Or, le témoignage ici viendrait de qui? Il viendrait de la victime. Si elle a refusé d'être plaignante, elle n'est pas obligée d'accepter d'être témoin. Et elle pourrait vous donner toute version qu'elle voudrait à ce moment-là. Souvenez-vous de l'affaire Strauss-Kahn aux États-Unis. Le procureur de la République, le procureur abandonne les poursuites parce qu'il a une insuffisance de preuves et il pense qu'avec les preuves dont il dispose, il y a peu de chances de remporter l'affaire devant les juridictions, ce qui ferait que la procédure serait vaine et perdue d'avance et ce serait un gaspillage de ressources publiques. Dans le cas ici, on a une dame qui se présente devant l'opinion publique. Évidemment, on va supposer qu'elle aurait pu, on va supposer que si elle se présente devant l'opinion publique, donc c'est un cri d'alerte, c'est une alarme. Elle demande un secours à l'opinion publique parce que certainement, elle ne fait pas confiance au système judiciaire. Elle se dit que sa plainte pourrait être classée sans suite. Elle se dit que son mari est un homme de pouvoir et d'influence, qu'il pourrait avoir un impact sur le système. Et donc, elle en appelle à l'ensemble du peuple congolais. Et l'affaire devient publique à ce moment. Le procureur pourrait évidemment euh, appeler, convoquer la personne pour l'entendre, puisque c'est une affaire aujourd'hui de notoriété publique. Il pourrait entendre la personne, mais d'engager les poursuites sans la plainte et sans disposer de preuves, donc de compter sur un témoin fiable qui viendra à l'audience, ce serait prendre le risque d'une procédure vouée à l'échec et donc un gaspillage de ressources Oui, mais maître, publiques. pardon, maître Charles Alissé Poitiers-Amar, dès lors que Jean-Marc Tister-Chikaya lui-même a fait, je ne sais pas si vous avez lu, hein, il a répondu, il a demandé des excuses, et donc cette correspondance, il revient au fait pour dire qu'il y a eu un petit démêlé avec, voilà, madame, et ils sont excusés. Est-ce que là, ce n'est pas un aveu, et ce n'est pas là une preuve que finalement, il y a eu Rix? Je n'irai pas vraiment dans les détails de la procédure en l'occurrence, mais toujours est-il qu'il faudrait le féliciter si finalement il a pris une position publique, donc à respecter ses compatriotes en venant leur donner sa version des faits et leur présenter des excuses. L'usage que le procureur pourrait faire de cela dépend encore une fois de la disposition pour lui d'un témoin à charge fiable. S'il n'a pas de témoin à charge fiable, il pourrait engager une procédure, mais elle serait vouée à l'échec. Et on peut aussi analyser l'aspect politique de cette affaire. Dès lors que l'affaire a pris cette tournure, est-ce qu'il n'était pas de bonne loi que Jean-Marc Tister-Chikaya démissionna en attendant bien sûr l'aboutissement des enquêtes et pourquoi pas de la procédure telle qu'annoncée par le communiqué du gouvernement?
il appartient à un gouvernement qui a une morale particulière. Lui, en tant qu'individu, je vous ai dit que j'appréciais et je le félicitais pour la démarche de s'être exprimé à l'endroit de ses compatriotes qui ont été choqués par les Mais ça nouvelles pouvait qu'ils être une avaient. façon de se défausser aussi, vouloir, enfin, étouffer l'affaire, pourquoi pas? C'est possible. Pour cela, je mettrai côte à côte le principe que j'ai rappelé, l'intégrité physique de la personne humaine qui ne doit jamais être atteinte et que cette femme a droit à la protection. À côté de ce principe, je rappellerai celui de la présomption d'innocence de M. Jean-Marc Tister-Chikaya. Ça veut dire que les circonstances dans lesquelles il vient apporter ses explications ne sont pas des circonstances judiciaires. Donc, devant la justice, est-ce que cela pourra être reçu comme un aveu extrajudiciaire? Cela reste discutable. Je n'ai pas l'élément, je ne sais pas quelle est sa forme ou son contenu, mais je vous dis que ça reste discutable. Oui, mais Ce je peux vous serait en un donner. aveu. En fait, dans la correspondance, il reconnaît d'abord les faits, ensuite il demande des excuses. Voilà pourquoi je disais, est-ce que ce n'est pas là déjà une preuve, dès lors que lui-même reconnaît les faits, il reconnaît les faits, et après demande des excuses. Vous avez connaissance de ce document, je n'en ai pas Merci. connaissance, mais je vous dis que devant la justice, ces éléments-là restent discutables. Concernant le gouvernement, cependant, je vous parlais de la morale de ce gouvernement. C'est un gouvernement dans lequel il y a d'anciens ministres qui sont sortis récemment, qui ont porté, il y a un ministre en particulier qui a porté des coups volontaires contre un Congolais à Paris et l'a blessé. Et les images ont circulé. On n'a jamais entendu ce ministre et on n'a pas entendu le Vous gouvernement parlez dans de cette Monsieur affaire. Fila, c'est ça, Monsieur Fila, le Je Sainteux? pense que c'est lui. Vous avez un autre ancien ministre qui s'est battu à l'hôtel Saphir. Tout le monde l'a vu, sa victime était blessée, le sang a giclé. Et ça aussi, on en a peu parlé, il n'y a pas eu de suite. Et je vous parlais de la morale de ce gouvernement. C'est un gouvernement dont les membres ont participé par leur silence à l'assassinat des jeunes Koulouna. Ils appartenaient au gouvernement qui avait ordonné l'exécution de ces jeunes. Aucun d'entre eux n'a fait aucune protestation d'aucune sorte. Cette action a été conduite pendant des mois et aujourd'hui, de par ce mauvais exemple qui a été donné, la police est devenue plus violente que d'habitude. La gendarmerie reste encore plus ou moins disciplinée, mais la police semble devenir plus violente que d'habitude. Et donc, un gouvernement qui brille par l'exemple de la violence, le président de la République lui-même a fait de Brazzaville un refuge des repris de justice. Il se met même en relation avec des fugitifs, des personnes recherchées par la justice. On a vu plus d'une fois les autorités judiciaires se mettre en relation avec des repris de justice. Alors, de par la morale de ce gouvernement, qui n'a aucun problème avec la violence, ce serait curieux de les voir s'acharner contre M. Jean-Marc Tister-Chikaya lorsque la violence est un fait banal de ce gouvernement. Et le mal pour le Congo, c'est de se retrouver avec une élite politique, avec un gouvernement qui brille par l'immoralité poussée à l'extrême, puisqu'on va dans cette immoralité jusqu'à distribuer la mort gratuite sur les voies publiques et exposer des cadavres, et on assume ça. Souvenez-vous que Madame Aimé Mambou Niali, lorsqu'elle était ministre de la Culture, quand il y a eu des violences dans le pôle, elle a donné sa démission. Elle n'a pas accepté d'être membre d'un gouvernement qui agissait de la sorte. Vous avez l'ancien ministre, le défunt Martin Berry, qui lui aussi, dans des circonstances de violence injustifiée, avait protesté, avait donné sa démission. Il était ministre des Transports à l'époque.
Ses démissions n'avaient pas été acceptées par le président de la République à l'époque, et il a abandonné son poste de ministre des Transports. Il est allé s'installer à Paris. Madame Aimé Mambou Niali a donné sa démission de ministre de la Culture. Ça n'a pas été accepté jusqu'à ce qu'elle ait été relevée de ses fonctions, mais ils ont posé ces actes. Madame Munari, ministre de la République en 2015, lorsqu'on lui dit qu'on va changer la Constitution, les circonstances dans lesquelles on fait ce changement, elle dit qu'il y a une intangibilité sur le nombre de mandats du président de la République. Donc, elle refuse d'appartenir à un gouvernement qui va changer une intangibilité constitutionnelle et introduire le désordre dans le pays. C'est un acte, elle pose un acte d'opposition en étant dans le gouvernement, ce qu'a fait Guy Parfait Kolela aussi. Et le président leur en a donné acte en les révoquant du gouvernement. Mais ces gens posaient ces actes-là. Ici, le gouvernement dont nous sommes en train de parler, qui voudrait faire la leçon de morale à M. Jean-Marc Tister Chikaya, est un gouvernement dans lequel tous les membres se sont compromis dans des faits de violence extrême. Tous les membres se sont compromis dans ce que je vous expliquais dans les finances publiques tout à l'heure. Ça veut dire que leurs budgets ne sont pas entièrement consommés. Ils voient dans la loi de règlement qu'on a consommé la totalité de leur budget. Ils n'ont aucune explication, mais ils avalisent cela. Et donc, c'est un gouvernement qui n'est pas exemplaire à aucun égard et ça vient poser, ça fait de cette affaire importante parce qu'il s'agit de violence conjugale, mais ça devient un nid de serpent et peut-être, on dira, un nœud gordien, comme on le dit. Évidemment, dans la même logique, évidemment, la liste de ceux qui ont démissionné, il faut compter aussi l'ancien Premier ministre Souklati Poiti qui avait démissionné pour évidemment des Oui. raisons voilà, de malversation financière qu'il ne supportait plus. Et d'ailleurs, dans son témoignage, il avait raconté que toutes les fois que Denis Sassou Nguesso se rendait à Oyo, dans son village, il fallait décaisser au moins 2 milliards de francs CFA. Voilà qu'il n'avait pas supporté. Il s'est dit, ben non, mieux vaut abandonner le poste. Et donc, il y a des Congolais tout de même qui ont montré des exemples. Et ceux qui sont là, voilà, n'ont pas d'excuses. Merci, maître Charles-Alice Poitiers-Amar. Nous avions d'autres sujets à aborder. Malheureusement, le temps voilà, ne peut plus nous le permettre. On va s'arrêter donc à ce niveau. Juste vous dire merci d'avoir été disponible et d'avoir répondu à nos questions. Et je finirai d'une phrase ou d'une formule de l'ensemble de ce que nous avons dit aujourd'hui. Les Congolais doivent comprendre que M. Sassou Nguesso doit partir parce que nous sommes guettés par un risque de coup d'État. Au Congo, toutes les conditions pour justifier un coup d'État sont réunies. Et si le peuple ne prend pas ses responsabilités pour faire partir M. Sassou Nguesso, ce serait un coup de cette nature qui interviendrait et dans ce cas de figure, nous nous retrouverons dans une situation qui serait en fait le renouvellement de la situation actuelle. Parce que lui, il est arrivé par coup d'État. Et voilà comment se comporte celui qui arrive par la force. Et si nous ne faisons rien, quelqu'un d'autre arrivera par la force et ça sera l'éternel recommencement. Le peuple congolais doit réagir. Il y a une nouvelle génération qui est prête. La nouvelle République doit naître et M. Sassou Nguesso doit partir. Merci, maître Charles-Alice Poitiers-Amar. Merci, chers téléspectateurs. Vous êtes désormais 493 000 abonnés à nous suivre sur Facebook et YouTube compris. Merci pour cela. Nous vous en sommes reconnaissants. C'est la fin donc de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez-la, s'il vous plaît. Et dites-nous en commentaire vos opinions. Merci et à très bientôt.